Bon, alors, si vous le voulez bien, on pourrait commencer. Il est 2h05. Est-ce que tu es Mhm. prête, Nathalie? Oui, tout à fait. Oui. Super. Alors, on va commencer ça. Alors, tout d'abord, bienvenue à tout le monde à ce deuxième événement du Cercle Jung de Tekenondé. Ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on veut faire dans les rencontres de notre cercle, donc, c'est d'interroger des grandes questions de société à la lumière de la psychologie, de la philosophie, et puis de- on essaie de partir d'une question pour l'explorer sous différents angles. Jung est un prétexte, donc même si vous n'avez pas lu Jung, c'est pas nécessaire, donc on va s'amuser pareil. Et donc, je suis vraiment très heureux d'accueillir Nathalie Parent. Bienvenue, Nathalie. Merci. Je Ça fait veux te plaisir dire d'être là. Je veux dire un grand merci d'avoir accepté l'invitation à participer à ce deuxième événement du Cercle Jung. Nathalie, on se connaît depuis longtemps. Nathalie, tu es psychologue et auteur de plusieurs livres. Mhm. Tu es spécialisée dans la thérapie avec les enfants et les adolescents, notamment. Oui, tout ce Oui, qui touche le domaine de l'enfance et de la famille. Mm. oui. Puis donc, c'est ça, tu as publié notamment le livre Enfants stressés. Est-ce que c'est ton Oui. dernier? Non, mon tout dernier, c'est 10 questions sur l'anxiété de performance OK, chez les enfants et les adolescents. OK, Celui-là, c'est juste un petit peu avant. OK, OK. Ouais. Et lui, il regroupe plusieurs éléments là, qu'on va toucher aujourd'hui, entre autres là, au niveau du jeu, euh, l'importance du jeu pour diminuer le stress, bon, Good, et tout autre chose dans ce livre. Mhm. good, super. Puis c'est ça, je voulais dire quelques mots sur notre rencontre. En fait, on se connaît depuis longtemps. La première fois qu'on s'est rencontrés, moi, j'étais mopologue, je travaillais dans un hôpital. Puis toi, je pense que tu étais téléphoniste à l'Enfant Jésus. Oui, exactement. Ça fait longtemps. Oui. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années, certains qu'on se connaît. Et oui, puis Alors, c'était de nuit en plus, hein? On oui, travaillait de oui, nuit. tout à Une fait, autre tout à fait. réalité. Tout à fait. Puis moi, je me souviens de ce moment-là comme du moment où j'ai appris à devenir psychologue parce que ça arrivait souvent qu'il y avait des patients qui pouvaient être en crise, puis les infirmières n'avaient pas nécessairement le temps de les écouter. Ça. Puis moi, c'était une occasion pour moi de pratiquer. J'étudiais en psychologie, puis c'était une occasion pour moi de pratiquer ma job de psy aussi, ou en fait d'apprendre à écouter les gens, la souffrance des gens. Fait que moi, je m'en suis Mhm. servi comme laboratoire pour écouter les gens. Et donc, c'est ça. Et puis, donc, en fait, ce qu'on a envie d'aborder aujourd'hui, c'est éveiller le sens du jeu, comment apprendre à jouer ensemble, particulièrement en période de crise comme en ce moment, mais aussi comment jouer avec nos nouveaux jouets technologiques. Et puis, donc, vous expliquer un peu de la façon dont on avait pensé procéder. Donc, dans un premier temps, on va interagir, moi et Nathalie. Et puis, donc, dans un premier temps, on va interagir à partir du film, donc un film documentaire, Le dilemme social, euh, pour essayer de voir un peu c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problématiques de nos nouveaux jouets technologiques. Donc, on va se pencher sur les différentes problématiques. Puis, dans un deuxième temps, on va aller plus vers un film qui nous donne des sources d'inspiration. Le film Ready Player One qui offre un peu un espèce de parcours pour comment apprivoiser ces nouveaux jouets technologiques. Alors, dans un premier temps, Nathalie, j'ai envie de te poser la question. Toi, quand tu as vu le documentaire de Social Dilemma, c'est quoi qui a popé ou c'est quoi qu'est-ce qui a attiré ton attention quand tu as vu ce documentaire-là? Mais c'est certain que moi, ça m'a interpellée dans le sens que depuis plusieurs années, je me questionne à savoir au niveau de la hausse d'anxiété chez les jeunes et en même temps que la hausse de la consommation d'écran. Moi, ça me questionnait, ça m'interpellait de quelle façon il pouvait y avoir un impact ou une interaction entre les deux. Hmm. Euh, donc, c'est beaucoup ça. Puis, moi, je travaille beaucoup au niveau de l'anxiété. Donc, Mhm, je me mhm, disais, il y a assurément un impact de la consommation d'écran sur notre gestion émotionnelle. mhm, mhm, Donc, puis ça venait comme confirmer d'autres études que j'avais lues, que j'avais regardées par rapport au fait que souvent, ce qu'on voit là, avec la génération qui a grandi avec les jeux vidéo,
ils sont davantage habiles et rapides au niveau d'exécution, donc dans les réflexes. Hein, donc, on touche rapidement, on est rapide pour jouer, peser sur un bouton, tourner, bon, mais très peu sur la réflexion. Donc, la réflexion est très peu développée chez les jeunes et c'est ça qu'il faut miser quand on veut travailler avec eux, sur leur capacité de créer un espace pour réfléchir avant d'agir. Donc, la création d'un espace imaginaire, est-ce que tu as l'impression que l'utilisation des outils technologiques affecte notre rapport à l'imaginaire, affecte notre rapport à l'imagination? Ah oui, assurément. Il y a comme... Les gens n'ont plus de moments pour être libres, hein, pour perdre son temps un peu, là, hein? Juste rien faire. On est toujours connecté. Notre iPhone nous suit comme un vrai cordon ombilical. Hein? Oui. D'ailleurs, quand on a préparé notre intervention, c'est un peu vers ça qu'on voulait aller. Le cordon ombilical qui nous relie à la mer. Si on veut entrer un petit peu dans des interprétations psychologiques, il y a des auteurs qui se sont penchés sur la question. Hein? Winnicott, ce qu'il nous dit, c'est que quand l'enfant est angoissé, il n'a pas accès à sa mère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un petit bout de tissu, un objet transitionnel. Et la fonction de l'objet transitionnel, le bout de tissu ou le doudou, l'ours en peluche, sa fonction, c'est de calmer l'anxiété momentanément, hein, pour que l'enfant puisse tolérer le fait qu'il n'est pas toujours avec sa maman, qu'il puisse tolérer le principe de réalité. Mais qu'est-ce qui arrive si l'enfant est toujours en train de satisfaire ses besoins avec sa doudou? Qu'est-ce qui arrive quand son iPhone devient une doudou? Je pose la question. Oui. Hein? Ben oui, qu'est-ce qui arrive? Hein? Il a comme plus accès à lui-même, hein? Mais c'est comme si c'est toujours l'extérieur qui va venir compenser ce qui se passe en dedans. Puis ça, c'est fou, hein? Comment c'est un univers qui est virtuel, mais comment on devient à l'extérieur de nous. Hein? Puis ça, le documentaire de Social Dilemma le montre bien. De plus en plus, on donne notre pouvoir à des écrans pour nous dire quoi faire, quoi acheter, quoi penser, quoi. Et donc, de plus en plus, on est axé sur l'extérieur, mais avec cet objet transitionnel qui devient toxique. Parce que dans les problématiques, tu as souligné l'anxiété. Hein, c'est des problèmes qu'on voit. C'est-à-dire que si on revient à la base, Nathalie, une émotion, c'est quoi? Par exemple, la peur. Hein? La peur, ça me donne de l'information que j'ai besoin d'être en sécurité. Hein? C'est de l'information qui m'informe sur l'état de mes besoins. Mais qu'est-ce qui arrive si l'objet qui est censé me rassurer, j'en veux toujours plus? Je veux toujours plus du moyen que je prends pour me calmer. À ce moment-là, on tombe dans l'addiction. Donc, des problèmes d'anxiété, on tombe dans les problèmes d'addiction. Et je pense qu'un des auteurs, puis c'est pas un psychologue, mais un des auteurs qui m'a le plus inspiré par rapport aux addictions, c'est Einstein. Einstein, il disait, ce qui caractérise notre époque, c'est la confusion entre les moyens et les buts. On est constamment en train de confondre le moyen et le but. Mon iPhone qui est supposé me calmer devient le but à tout prix. Ah ouais. Et là, ça génère de l'anxiété. Fait que, en tout cas, je trouvais que Winnicott, c'est un des psychologues, puis on va arriver vers Jung aussi progressivement, mais je trouvais que Winnicott était un psychologue qui nous donnait des lumières intéressantes sur comment l'objet transitionnel devient pathologique, comment on devient en état de dépendance par rapport à nos moyens, puis on perd de vue le but. Puis tu l'as très bien souligné, la capacité d'être avec soi, la capacité d'être connecté avec soi, être connecté à soi. C'est fou, on est supposé avoir plein de moyens pour se connecter, puis on ne se connecte pas à soi. Exactement. On se connecte à autre chose, à quelque chose d'extérieur. Voilà. Hein? Puis tu le soulignes bien. Oui, vas-y. Puis ce qu'il disait dans le documentaire, puis que moi j'avais lu aussi, c'était que plusieurs spécialistes technologiques là, qui ont participé à la conception de Facebook ou de ces réseaux-là, arrivés à la maison, ils interdisaient l'accès à ces jeux-là ou à ces outils-là à leurs enfants. Puis, d'ailleurs, Steve Jobs, dans sa biographie, il le mentionne également. Hein? Et pour lui, c'était interdit. Il voyait comme le risque d'addiction dans ça. Et le risque d'addiction qui est multiplié par le fait qu'il n'y a pas de limite, parce que c'est un environnement qui est sans limite. Et une autre façon, je pense, une autre façon de le comparer, ce rapport au virtuel, c'est de voir ça comme un nouveau monde.
Puis on va le voir un peu plus loin avec le film Ready Player One. Il y a une grande crise sanitaire dans le monde. Puis là, il y a quelqu'un qui crée un grand jeu vidéo, l'Oasis, et tout le monde se garoche sur l'Oasis. Il y a quelque chose de ça aujourd'hui, de dire qu'on est comme dans un nouveau monde. On ne sait pas encore c'est quoi ce nouveau monde virtuel. Et si ce nouveau monde virtuel n'a pas de limite, il va nous confronter nécessairement à nos propres limites et à nos propres addictions. Donc ça, c'est l'aspect dark ou l'aspect effectivement plus négatif de l'Internet. Ouais. Mais est-ce qu'on peut voir, donc on vient de décrire que la surutilisation des objets technologiques peut nous emmener dans de l'addiction, peut nous emmener dans de l'anxiété, peut nous emmener dans de la dépression. Mais est-ce qu'on peut voir aussi cet espace virtuel comme un espace transitionnel ou un espace symbolique pour apprendre à se connaître tant comme individu, comme société? Est-ce qu'on peut voir ça comme ça aussi? Moi, je suis tellement d'accord avec ça aussi parce que c'est pas que noir ou que sombre, hein, c'est Voilà, voilà, au voilà, contraire, hein, ça aide à voilà. garder quand même des liens, des contacts, ne serait-ce que les grands-parents qui sont à distance. Oui, Là, présentement, avec le confinement en plus, hein, ouais, les ouais, ouais. jeunes ont besoin de voir d'autres jeunes et leur façon de faire, ben, c'est heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, hein, ou du Exact. moins la possibilité de se voir en virtuel. Donc, tu touches tout le défi de la connexion à l'autre. On a commencé par parler de la difficulté de la connexion à soi. Puis moi, je définis la dépendance comme un manque d'intimité avec soi, ou un manque d'intimité avec son feu intérieur, ou un manque Mhm. d'intimité avec soi-même. Mais effectivement, tout le défi d'être intime avec l'autre, le rapport virtuel nous pose ce problème-là, mais tout à la fois, il nous donne une occasion de se connecter avec l'autre. Donc, effectivement, hein, on peut voir que l'espace virtuel peut être un outil de connexion avec l'autre. Mais d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'une connexion avec l'autre va être réussie ou elle va être addictive dans les réseaux sociaux? Parce qu'on voit aussi, par exemple, tous les réseaux qui permettent les rencontres. Hein. Moi, je dis souvent, on a des industries de rencontres, mais on n'a pas d'industrie de relations. Mais comment d'après toi, on peut faire pour que cet espace virtuel devienne un espace relationnel et pas addictif et qu'on puisse se connecter à l'autre? Je pense, je pense en tout cas qu'une des bases, c'est d'avoir Voilà. des limites de temps, limites Oui. Oui. d'espace aussi. Oui, 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 oui. Hein. Donc, limite d'espace, ça veut dire concrètement désactiver ses notifications. Je ne sais pas, toi, si tu les actives, tes Non, notifications. Moi, je n'ai non, jamais activé ça, mes non. notifications, parce que c'est une invasion dans mon espace continuellement. Tellement, hein, ça vient nous envahir, mais je pense même aussi concrètement, là, quand moi, en tout cas, je recommande aux parents quand ils partent avec les enfants en voiture, à moins d'un long trajet, c'est autre chose, mais Mhm, bon, mhm. peut-être que l'écran, on peut le mettre de côté. Hein, il y a quelque chose de très bon pour le corps et l'esprit que de juste Mhm. regarder dehors Oui, passer. Hein? oui. Ah oui, la Donc, rêverie. Ouais, oui, exactement. ouais, Donc, ouais, ouais. des moments, des espaces où on n'a pas, on n'a pas les écrans. Hmm. Et donc, tu encouragerais l'ennui. Est-ce que tu Oui, irais donc s'ennuyer de l'autre? Le fait, comme par oui. exemple, je ne sais pas si tu as ça dans tes clients, mais moi, j'ai souvent des gens qui vont mesurer le temps de réponse de l'autre, de l'amoureux, par exemple. J'ai un amoureux, j'y envoie un texto, puis j'envoie le texto comme j'envoie un message dans l'espace. Et puis là, j'entends à quelle vitesse va me revenir mon message de l'espace intersidéral. Ah Et le oui. temps de réponse définit la valeur que j'ai. Plus la réponse revient vite, plus j'ai l'impression que j'ai de la valeur à ses yeux. Ah Mais oui. ça, c'est comme ça au début de la relation. Mais si tu n'as que ça comme mesure de ta valeur, tu tombes en addiction et tu deviens dépendant du temps de réponse que l'autre te donne quand tu envoies ton message dans l'espace. Fait que donc, être capable d'envoyer. Écoute, dans le temps, Nathalie, on envoyait des lettres, là, tu sais, dans le temps Ouais. d'Émilie Bordelot. Là, tu sais, en tout cas, tu sais, on envoyait une lettre, là, puis ça prenait Ouais. des mois avant de revenir. Donc, tout Ouais. à fait. Donc, on a des éléments très concrets que tu apportes ici. Donc, être capable d'avoir des limites par rapport à l'utilisation de ces objets, dans un Mm, premier temps, mm. avoir des limites, et puis tolérer l'ennui. Tolérer Oui, l'ennui. Oui, oui. tolérer l'ennui et l'attente, hein? Oui, exact, Parce qui vient que avec. Oui, oui, oui. c'est ça, dans ce que tu racontais, la, la personne qui est en attente de la réponse de l'autre par texto, ben, c'est qu'en même temps aussi, elle oublie que l'autre est dans un contexte tout autre, qui peut avoir Voilà, une vie en dehors. voilà, voilà. Hein? Et, C'est et, comme si on n'est plus dans la réalité. et tu touches le point de toutes les, justement, ce que Winnicott disait, c'est-à-dire
quand l'objet transitionnel, qui est supposé être une transition vers la réalité, te piège dans la virtualité, quand tu confonds ta doudou avec la réalité, ben là, tu deviens l'objet de ta dépendance et ça nous conduit à parler ce qu'on avait parlé quand on avait préparé notre intervention. C'est toutes les difficultés de faire en sorte que l'autre, ça soit de l'altérité. Que ce ne soit pas un objet. Exactement, qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Non, il a une vie aussi en dehors. Exact. Et tu sais, on se remet dans la peau de l'enfant, l'enfant qui grandit dans un monde, puis qui apprend que quand il a faim, ben, la nourriture ne vient pas tout de suite. Donc, il apprend à tolérer la frustration. Puis là, il se prend son petit ours en peluche, et puis là, tranquillement, il apprend qu'il y a une réalité. Il apprend que sa maman, ce n'est pas un supermarché, sa maman, ce n'est pas une banque, sa maman, ce n'est pas un objet. Mais quand on tombe dans les pathologies de l'objet transitionnel, bien, tout devient un objet de consommation. Et ça, c'est une des réalités qu'on voit avec la virtualité, c'est que l'altérité n'existe pas, l'autre n'existe pas. Et donc, il y a tout un défi de faire un travail sur l'altérité, tolérer l'altérité, pour pouvoir justement accepter la réalité de l'autre. Et ça, on va le voir dans le film Ready Player One. Il y a une des clés qui concerne ça, le rapport à l'altérité. On va y revenir un peu. Et donc, toutes les difficultés du rapport à l'altérité à l'autre, toute la difficulté à ne pas se considérer comme un objet. Et là, je vais t'envoyer une citation ici qui vient du documentaire. Ça vient du documentaire de Social Dilemma. Qu'est-ce que ça te dit, toi, ça? Est-ce que tu le vois à l'écran? Oui. Qu'est-ce que ça résonne? C'est que si ne pas jouer avec l'objet, c'est qu'on devient l'objet. Hein? On devient... Exact. Un peu comme quand il n'y a pas l'espace pour prendre une distance. En fait, hein, on devient envahi par un symptôme. Ça peut être le symptôme d'anxiété, comme on parlait. Hein, tout à fait. Et ça nous amène aussi dans l'addiction. On n'est pas conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on est. On fait juste être dans cet objet-là, dans cette addiction. Et si on reprend le thème de notre rencontre, comment jouer ensemble, est-ce qu'on pourrait dire qu'à un moment donné, je manque de jeu avec les objets, hein? Je manque de jeu avec l'autre, je manque de jeu avec les objets, je deviens le jouet de... Hein? On voit que la notion d'espace est importante, revenir à un espace, notre rapport à l'espace. Et puis, j'ai envie de te lancer une petite image. Dis-moi, qu'est-ce que ça évoque? Je te lance cette image-là. Qu'est-ce que ça dit? Vite comme ça, c'est comme... il y a des étoiles qui sont envoyées dans des nuages. Où il rêve à une étoile sans pouvoir y avoir accès. Parce que, ou il est en train de l'imaginer que de l'autre côté, il y a une... Hein? Tout à fait. Et tu sais que l'étymologie du mot désir vient de desideria, desidus, être privé de son étoile. Et donc, j'avais envie de jouer avec cette image-là. Puis les gens, vous pouvez intervenir là, dans le chat là, pour situer les gens qui viennent d'arriver. Là, on ne vous a pas salué, il y a plein de gens qui viennent d'arriver. Donc, dans un premier temps, on a une interaction, moi et Nathalie, sur le film là, de Social Dilemma. Gênez-vous pas pour intervenir avec nous. Et puis, dans un deuxième temps, on va aller plus vers le film Ready Player One. Et donc, si vous avez envie de réagir, ce que vous voyez par rapport à ça. Et donc, ça, c'est une chose que je crois qui est important à se rappeler. C'est est-ce que j'accepte qu'il y a un obstacle entre moi et ce que je désire? Parce qu'un des mirages de ce nouveau monde virtuel, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'obstacles, que j'ai accès à tout instantanément. Oui. Oui, puis ça nous amène à être confrontés aux premières limites. Hein? On en a tous des limites, que ce soit des limites physiques. Notre corps nous en envoie des limites. Tout à fait. Alors là, on devient comme démunis parce que démunis ou enragés ou peu importe l'émotion qui vient avec, mais on n'est plus capable d'imaginer autre chose que autre chose qui nous permettrait de tolérer de ne pas avoir.
Exact. Et là, Nathalie, on est au début, c'est-à-dire ça fait même pas un an qu'on a notre pandémie, parce qu'on voulait aussi faire Mm. des liens avec le virtuel, mais la pandémie. Oui. Ce qu'on observe dans les éléments cliniques, moi, j'ai des patients qui vont réagir super bien au confinement. C'est des gens qui avaient déjà une vie intérieure. C'est des gens qui étaient déjà confinés. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, c'est-à-dire, tu sais, le confinement, le premier confinement, c'est un confinement printanier. C'était quand même assez particulier qu'au printemps, on se confine. Mais dans cette première vague de confinement-là, dans mes patients, ceux qui réussissaient le mieux à passer à travers ce confinement-là, c'est ceux qui avaient accès justement à un imaginaire, à leur imaginaire, et donc ils acceptaient les limites. Mais tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de gens qui réagissent mal au fait qu'il y a des limites et on peut entrer puis ouvrir des pistes, notamment sur tous les gens qui ont une tendance un peu vers la paranoïa, vers la peur, qui vont donner beaucoup de pouvoir à l'extérieur. Tu l'as bien dit tout à l'heure, on est dans une société où on donne beaucoup de pouvoir à l'extérieur. Donc, on a tendance à projeter, par exemple, sur le gouvernement des figures parentales. Et donc, quand le gouvernement nous frustre, on va avoir des réactions extrêmement violentes. Mhm. Oui, absolument. Et puis ce que je trouve aussi par rapport à l'anxiété, on a comme tendance à avoir de la difficulté à tolérer l'incertitude. Ah Et ouais, là, oui. on est vraiment dans une période Ah oui. où on doit tolérer, attendre, passivement quand même, hein, dans le sens Oui, qu'on est beaucoup moins dans l'action. Hein, oui, les oui. bars sont fermés, Exact. les restaurants, on peut beaucoup moins être dans l'action, on doit juste être. Et donc, être avec soi-même, c'est pas simple. Puis c'est pas simple pour certaines Oui. structures de personnalité, notamment qui vont se définir beaucoup par l'action. Hein, les Mhm. structures qui ont une certaine tendance un peu narcissique, qui vont se définir beaucoup par l'action, c'est tout un défi pour eux en ce moment, d'essayer de se définir par ce qu'ils sont, par l'être, pas seulement par ce qu'ils Mhm. font. Oh, puis j'ai eu le goût de dire pas juste les personnalités narcissiques, Oui. là. Je veux dire, on est vraiment dans un monde Oh de oui. faire Ah oui, plus oui. que Ah oui. d'être, Ah hein. oui, ah oui, Alors, tout à c'est fait. tellement facile de tomber là-dedans. Oui, Mm. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Fait que donc, il y a des défis qui sont là, parce que moi, j'essaie toujours de voir qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, qu'est-ce qu'il y a comme défi, à la fois dans la crise actuelle, puis les moyens qui nous sont proposés pour faire face à la crise, parce que là, si on regarde, bon, on a vu qu'il y avait des problèmes d'anxiété, problèmes de relations, mais tout le rapport au travail aussi aujourd'hui, on est tout en train de revoir le rapport au travail, puis c'est là qu'on peut arriver à la notion de jeu. La notion de Oui. jeu, c'est quoi un jeu? Il y a plusieurs façons de le définir, mais un jeu, c'est des buts, des règles, des défis, puis des Oui. récompenses. Hein? Si on veut résumer ça le plus simplement possible, comme par exemple ici, on voit un personnage qui désire une étoile, donc c'est son but. Il y a un obstacle qui va définir des règles, qui va faire qu'il ne pourra pas avoir l'étoile de cette façon-là. Et là, il se met à imaginer, il se met à dire comment je vais m'y prendre pour aller vers ce que je veux, et je vais me donner une récompense, je vais me donner une satisfaction. Plus je suis libre de fixer mes buts et plus je suis courageux de voir les obstacles et plus je suis libre de définir mes règles, plus je peux jouer avec les règles et plus je peux jouer avec le jeu social. Ce qui fait que je vais être en mesure d'être résilient, quoique j'aime pas beaucoup ce mot-là, à un moment donné, c'est devenu un mot fourre-tout, mais la Ouais. capacité de jouer, c'est-à-dire la capacité d'une personne à être souverain de ses buts, souverain de ses règles et surtout souverain de ses récompenses. Parce que quand je ne peux plus avoir de récompenses au niveau monétaire, je dois me trouver d'autres façons d'aller trouver des récompenses. Et ça, c'est des réalités, puis on le voit dans nos cliniques actuellement, c'est des gens qui se retrouvent justement sur le chômage et qui doivent se redéfinir, doivent redéfinir Eh leur jeu oui. social. Absolument. Se repositionner aussi sur Ouais, 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 ben, tout ce qui me faisait du bien. Là, ouais, ouais, ouais. c'est plus là, je ne peux pas y avoir accès. Alors, comment je Exact, vais me faire du bien? Mm. exact. Puis, tu sais, moi, j'ai tendance à dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans le sud, hein, pour être bien, puis paisible, être zen. Il y a d'autres moyens, dont juste de s'imaginer au soleil, hein, juste Exact, de exact. s'imaginer. Déjà, ça fait D'ailleurs, du bien. Il y a d'ailleurs, quelque chose qui peut faire du bien. c'est un peu là que je voulais vous emmener avec ce petit décor ici, Mm. pour faire travailler un peu l'imagination, l'imaginaire. Et effectivement, si on est une société qui nous donne toujours, et ça, le documentaire de Social Media nous le montre très bien, si on est une société qui nous dit tout le temps qu'est-ce qu'on doit aller chercher, qu'est-ce qu'on doit avoir, la dernière mise à jour, le dernier iPhone et tout ça. Si on Ah oui. que l'extérieur pour fixer nos buts, c'est là qu'on tombe dans l'abus ou le risque d'abus. Et moi, j'aime bien définir l'abus comme un abus. C'est A privatif, tu es privé de but. Tu te retrouves, tu es privé de Mm-mm. but, fait que là, tu deviens dépendant des buts des autres. Tu sais plus c'est quoi tes buts.
Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent chez des gens qui ont été abusés. C'est des gens qui ont été privés de leur but parce que le but de l'agresseur a été trop fort par rapport... Et la personne se retrouve démunie. Elle ne sait plus après c'est quoi ses propres buts. Et elle perd l'intégrité de sa propre estime, de sa propre valeur et de ce qu'elle est. Et donc ça, la question de l'abus, on n'en parle pas beaucoup. On a bien sûr parlé de toute la vague d'abus, parce que ce qui est paradoxal dans la vague, c'est qu'on a une vague de COVID, mais il y a eu toute une vague de dénonciation, toute une vague d'agression entre les hommes et les femmes. Mais on ne parle pas assez de l'abus des technologies sur nous, qui abusent de nous d'une certaine façon. Oui, dans lesquels on peut être pris, on peut être happé par toute cette technologie-là, oui, Exact, effectivement. exact. Donc ça, c'est pour les aspects un peu plus négatifs des technologies. Donc on voit qu'il y a des problèmes au niveau de l'addiction, il y a des problèmes au niveau de l'anxiété. Il y a des problèmes aussi au niveau de la dépression, au sens où moi, j'aime bien définir la dépression comme, en fait, un état, je définis toujours les émotions comme l'état qui nous donne de l'information sur nos besoins. Donc, d'abord, la peine. C'est quoi la peine? La peine, ça m'informe que quelque chose qui était perdu. Ça m'informe que je ne peux plus chercher à cet endroit-là des ressources. Il faut que j'aille chercher des ressources ailleurs. Donc, une période d'arrêt, période de repos qui est nécessaire. Mais je pense que là, il y a un élément dépressif aussi dans nos sociétés qu'il faut tenir compte, c'est que le monde qu'on a connu, il sera pas tout à fait comme ça, le nouveau monde. Donc, l'état dépressif dans lequel on est aussi nécessaire. Puis ça, c'est Jung qui disait ça aussi. Je n'ai pas la citation ici exacte, mais Jung disait ça. Il disait que les crises sont aussi là pour nous interroger sur notre rapport au monde, sur comment on va agir. C'est vrai, hein, absolument. Ne serait-ce que on parle de dépression, mais l'épuisement professionnel, il y a de ça aussi. Ou même juste quand on est malade, de quoi le corps a besoin? C'est d'un arrêt pour récupérer. Exact, hein? exact. Donc, un temps d'arrêt nécessaire pour se réorganiser. Et donc, c'est ce qui fait que pour certaines personnes, la période d'arrêt, puis on ralentit, hein, il y a vraiment un effet de gravité en ce moment. La situation est grave. Puis je pense qu'on n'a jamais connu une aussi grande gravité au sens où là, la gravité, elle est collective. Parce qu'elle est en plus médiatisée par les médias un peu partout. C'est-à-dire, c'est la première pandémie à l'échelle d'Internet. Et donc, elle est aussi partout. Mais donc, comment on va prendre cette occasion-là de ralentir et de trouver sa propre vitesse? Il y a quelqu'un qui vient d'intervenir dans la fenêtre de chat, Nelly, qui disait « Vers quoi on est routé en étant dérouté? » Sûrement pas vers nos routeurs d'ordinateur. C'est le seul endroit. Mais effectivement, et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, accepter d'être dérouté, accepter d'être dans l'inattendu ou accepter d'être dans l'incertitude. Ça, je pense que, oui, vas-y. Mais c'est pas confortable, hein? Perdre nos repères, hein? Nos repères habituels, d'être dans l'incertitude également, c'est inconfortable. Mais apprendre à le tolérer, cet inconfort-là, c'est ce qui va nous aider à trouver un sens, à donner une direction autre. Hein? Exact, exact. Et de tolérer que cette nouvelle direction-là, c'est peut-être pas celle à laquelle j'avais pensé. Et c'est tout le rapport à l'inattendu. Moi, j'ai beaucoup travaillé cette question de l'inattendu. Souvent, dans l'inattendu, se trouvent des occasions qui sont justement, je dis, inattendues, c'est-à-dire attendues, mais très, très profondément à l'intérieur de la psyché, mais qui n'étaient pas accessibles au conscient. Et donc, il y a des possibilités. Mais en même temps, je ne veux pas entrer dans le chaos, c'est un cadeau de la vie. Moi, je suis un peu allergique à la psychopop, puis tu connais un peu, on en a parlé un peu. À un moment donné, il ne faut pas abuser de ça, dire qu'il y a une occasion qui se cache là-dedans. Mais je pense qu'il faut peut-être revenir à un état où d'être curieux de ce que cet événement-là m'amène à vivre et d'être curieux de comment j'utilise les objets technologiques pour pouvoir me développer, parce que moi, je crois qu'on peut pouvoir utiliser ces objets-là pour se développer et pas seulement devenir dépendant. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes qui viennent me voir en consultation sur leur imaginaire dans les jeux vidéo. Comme par exemple, il y avait un moment donné qui me parlait d'un jeu dans lequel il devenait un alchimiste. Donc, il avait accumulé un certain nombre de matériel et tout ça. Puis là, j'essayais de traduire ça. Mais dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire aller chercher cet or-là ou aller chercher ça? Donc, il y a lieu de travailler avec les jeux vidéo aussi pour aider les gens qui viennent nous voir aussi à travailler avec cet imaginaire-là, travailler avec les jeux vidéo et travailler avec les films aussi. Et ça nous conduit tranquillement, là, notre demi-heure, on est à notre demi-heure, donc d'entrer tranquillement dans le film Ready Player One. Avant d'aller dans Ready Player One, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit? Il y a Victor Daniel qui a posé une question. Faut-il accueillir notre vulnérabilité pour affronter l'incertitude?
Hein? Effectivement, Hmm. accepter nos vulnérabilités, accepter de ne pas être dans la toute-puissance, mais Ouais, bien ouais, ouais, ouais. d'être vulnérable, c'est certain que c'est ça qui va nous aider aussi. Puis ça, c'est des éléments un peu plates, hein, plates de la Mhm, vie, mhm. mais qui font partie de l'être humain, effectivement. Hein. Accueillir nos vulnérabilités, c'est vraiment un bon point. Tout à fait. Puis si on voit dans la langue anglaise, le mot vulnérabilité en anglais, c'est wound, c'est la Mm. blessure. C'est aussi là où la lumière peut passer aussi. Puis ça, c'est Leonard Cohen qui disait ça, il y a une craque Ah, dans tout, puis c'est par là que la lumière peut passer. Fait que la vulnérabilité, quand j'accède à ma blessure ou quand j'accepte ma vulnérabilité, c'est aussi une occasion de contacter par là où passe ma lumière à moi. ah ouais. Je suis pas cogné de la même façon que quelqu'un d'autre. Et donc, d'être curieux de comment moi je suis cogné par la vie, puis de faire vibrer ça, ça offre une lumière ou ça offre une couleur particulière à la crise. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent à les gens, là, il y a un niveau collectif de crise, mais soyez curieux de comment vous, vous la vivez, votre crise à vous, parce qu'elle est à vous aussi, cette crise-là. Exactement. Puis comment on la gère, comment on la vit, ça nous apprend sur nous aussi, hein? Tout à fait, tout à fait. Ouais, Puis ça passe par la vulnérabilité, tout à fait, tout à fait. ouais. Et surtout, dans une période où on se croit tout puissant avec nos machines. Oui, exactement. On est confronté à notre vulnérabilité, mais à la vulnérabilité humaine, hein? Ah, tout On à fait. voit la détresse, hein? Ah Les oui, ah oui. médias, ils nous montrent ça aussi, là. Ouais, Mais ouais, comment on peut être vulnérable face à une crise comme celle-là? ouais, Hein, ça nous renvoie à une grande tristesse, à un sentiment exact. d'impuissance. Tout à Mm. fait. Tout à fait. Puis c'est là que l'objet virtuel ou le jouet technologique peut nous laisser miroiter des possibilités. Moi, je compare souvent le Nouveau Monde un peu comme quand les Européens sont venus ici, là. On imagine les Européens qui arrivent ici puis qui rencontrent une nouvelle culture, les Autochtones, et puis là, ils interagissent ensemble. Ben, un des instruments qui a été utilisé pour coloniser, ça a été le miroir. Les Européens, quand sont arrivés, ils ont colonisé le miroir. Eh bien, C'est moi, je vrai. me dis que des fois, le iPhone, là, c'est un peu comme le miroir des anciens colonisateurs qui font miroiter des choses par rapport à nous. Et donc, Mm. on a à se questionner sur ce qui est reflété dans ces illusions de toute puissance qui nous sont données par nos machines. Euh, Parce qu'effectivement, on n'est pas tout puissant, puis on ne pourra jamais rivaliser avec un iPhone. Je ne sais pas si toi, tu fais tes mises à jour à toi et fois, là, mais. Non, c'est Hein? difficile d'être à jour tout le temps. Moi, je Ben, me dis, vas-y, vas-y. j'allais dire, ou même ne serait-ce que d'avoir la nouvelle version, non, là, faut se mettre des limites, comme on dit. Quel effet ça a, d'après toi, sur la psyché d'être dans un environnement où on doit toujours se mettre à jour? Comme si, ben, moi, puis c'est sûr que ça doit parler de mon histoire à moi, mais ça donne le sentiment de jamais être assez, hein? Ah, tout à fait. Hmm. On est souvent, puis c'est pour ça que ça revient à la vulnérabilité de Victor, hein. Accepter de ne Oui, pas être assez, accepter de jamais être toujours parfait, toujours. Ah non, exact. c'est un point qui est très fort par rapport aux technologies. Accepter la vulnérabilité, puis accepter Hmm. qu'on ne peut pas toujours faire nos mises à jour, puis espérer qu'un jour, il y a un iPhone qui fasse des mises à nuit. La mise à nuit, la mise à nuit, c'est la rêverie, c'est le rêve. Et Ah oui. ça me permet tranquillement de faire le pont vers le film qu'on va aborder maintenant. Hmm. Parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'imaginaire, au pouvoir de l'imagination. Et puis donc là, dans un premier temps, on a vu c'est quoi les différents problèmes de ce nouveau monde virtuel et de ces miroirs qui laissent miroiter des illusions de toute puissance. Mais il y a un film que moi, je trouve intéressant qui montre des enjeux intéressants. C'est le film donc Ready Player One, qui montre dans le fond un peu, bon, ça se passe en 2045, il y a eu une grande crise, puis les gens, ils ne savent plus où aller justement. Et puis là, il y a quelqu'un qui crée un espace virtuel, l'Oasis. C'est en 2045, donc c'est très, très proche de où on est maintenant. Là, en ce moment, on se parle, moi, je mets une ambiance, je mets un petit feu de camp, j'essaie de faire en sorte que cet univers virtuel puisse être poétique, puisse être symbolique. Mais dans les prochaines années, on va se parler dans un environnement virtuel avec des lunettes virtuelles, des masques virtuels. Et ça va devenir des enjeux, dans les prochaines années, ça va devenir des enjeux très, très importants, très, très intéressants à voir. C'est-à-dire quand il n'y aura plus vraiment d'espace entre moi et l'autre, quand je vais te voir à travers ma lunette virtuelle. D'ailleurs, Nathalie, on dit une réalité augmentée.
des lunettes de réalité augmentée. Est-ce que tu es d'accord avec ça? De réalité augmentée? Oui, quand on parle des lunettes virtuelles, l'expression qu'on utilise, c'est la réalité augmentée. OK. Écoute, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Eh bien, c'est Ouais, ça. C'est ça. C'est ça. Tu vois le langage, tu vois comment comme ça, un téléphone intelligent. Il y a quelqu'un quelque part dans une compagnie qui a dit on va appeler ça un téléphone intelligent, comme si le téléphone était plus intelligent que nous. Et comme si la réalité elle est augmentée. Donc, le langage qu'on utilise, tranquillement, on se prépare dans les prochaines années à aller vers un nouveau monde qui va être encore plus réel en apparence, ce nouveau monde virtuel. Et donc, c'est vers là que j'ai envie de vous amener. Et puis, avec les gens qui sont avec nous autour du feu en ce moment, ce que je vous propose, c'est qu'on s'installe, qu'on regarde le tout début du film Ready Player One, qu'on s'imprègne, qu'on fasse tout simplement être en contact avec ce qu'on sent, ce qu'on imagine. Et puis, on va ouvrir sur un échange sur qu'est-ce que ce film-là nous dit de nous comme collectivité, quelles sont les pistes qu'il nous propose, quels sont les enjeux qu'il nous propose, et bref, tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc, si vous êtes prêts, on va passer au cinéma. Allons-y. Évidemment, ça bug. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Puis vous l'entendez aussi? Oui. Good. Sentez l'appel. L'appel du réel. X1. Sans douleur, pas d'honneur. La pizza est arrivée? Bonjour, Wade. Bonjour, Madame Gilmore. Qu'est-ce qui ne va pas? T'aimes pas descendre de ta tour d'ivoire? Je suis né en 2027. Après les pénuries de sirop de maïs et les émeutes de la bande passante. Après qu'on ait arrêté d'essayer de régler les problèmes et juste essayer d'y survivre. Mes parents n'ont pas survécu à cette époque, alors j'habite à Columbus, dans l'Ohio, avec ma tante Alice. En 2045, Columbus est la ville avec la plus forte croissance sur la Terre. C'est ici que Hallyday et Moreau ont fondé Gregarious Games. De nos jours, la réalité est déprimante. Tout le monde cherche un moyen d'y échapper. Et c'est pour cette raison qu'à nos yeux, Hallyday était un héros. Il nous a montré un endroit où on pouvait aller sans réellement aller nulle part. On n'a pas besoin d'une destination quand on court sur un tapis roulant omnidirectionnel, avec support quadriphonique sensible à la pression. James Hallyday a vu le futur. Et il l'a construit. Il nous a donné un endroit où aller. Un endroit qui s'appelle l'Oasis. Ça, c'est l'Oasis. C'est un endroit où la réalité n'est limitée que par notre imagination. On pouvait faire n'importe quoi. Aller n'importe où. Comme sur la planète des vacances. Surfer sur une vague géante à Hawaï. Faire du ski sur les pyramides. Vous pouvez escalader l'Everest avec Batman. Regardez cet endroit. C'est un casino de la taille d'une planète. Vous pouvez y perdre votre argent, vous marier, divorcer,
Vous pouvez entrer là-dedans. Les gens viennent dans l'Oasis pour tout ce qu'on peut y faire. Mais ils y restent pour tout ce qu'on peut y être. Il y avait une boucle qui s'est installée. Alors, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre, partagez vos impressions, ce que vous venez de voir. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans ce début de film? Oui, vas-y, En Nathalie. attendant que d'autres répondent, moi ce qui me venait, c'était comment on échappe à la réalité qui est comme ennuyante, hein, pour aller dans une réalité virtuelle. Et puis, c'est un peu ça le risque, hein, de ce qu'on vit actuellement, là. C'est facile de fuir notre réalité interne ou notre réalité tout court pour aller sur l'écran. Donc, l'élément de fuite, ce qui attire ton attention, c'est que le virtuel devient un élément de fuite par rapport à une réalité déprimante. Dans ce cas-ci, il y a une pénurie de maïs. Nous, on pourrait dire qu'il y a une pandémie. Ouais. C'est déprimant. Où est-ce qu'on va? Exact. Good. Super. D'autres observations, des gens qui aimeraient voir, qui aimeraient nous dire qu'est-ce qu'ils ont vu dans ce début d'Oasis. D'ailleurs, le terme Oasis, qu'est-ce que ça vous dit? Mm-hmm. Ce monde n'est pas ennuyant, il est très violent et dangereux. Michel, on vous donne la parole. Allez-y. Michel, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Je veux dire, il n'est pas seulement ennuyant. Ah. Ce monde-là, il est très violent et dangereux. J'ai lu le livre, puis j'ai vu le film. Ah, good, good. Ça me donne le goût de le réécouter, d'ailleurs. OK. C'est un monde très violent. Et vous parlez de quel monde, là? Ce monde-là, dans le film, là, le monde auquel il échappe. Oui. C'est un monde violent. Exactement. Il y a beaucoup de violence. Vous allez voir, à un moment donné, il va aller sur la planète Dome, par exemple. Donc, il y a beaucoup de violence dans ce jeu vidéo-là. Oui. Il y a de la compétition, il y a de la violence. Oui, oui. Il y a de tout. Il y a de la compétition, il y a de la violence, il y a du sexe. Il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur de la psyché. Oui. OK, good. Et à l'extérieur aussi. Et, oui, exactement. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a un lien entre l'environnement de l'Oasis et le monde dans lequel on vit? Est-ce qu'il y a un écho ou c'est complètement deux mondes qui sont complètement différents? Ah non, il y a un écho. Mais l'Oasis, c'est là où ils se réfugient. Mais ce n'est pas exempt non plus de violence dans l'Oasis. Ah, voyez-vous, il y a quelqu'un qui vient d'intervenir. L'Oasis, ça représente une vie idéale. Et donc, on va donner la parole à Rachel. Qu'est-ce que vous entendez par une vie idéale? Est-ce que dans la vie idéale, il y a de la violence? Est-ce qu'il y a du sexe? Est-ce qu'il y a... Alors, Rachel, la parole est à vous. Allô? Oui, allô, Rachel. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'Oasis est une vie idéale? Je ne voulais pas nécessairement parler, mais... c'est pas idéal, hein? Ben, c'est ça, dans le film, ils n'ont pas grand vie, hein? Ils sont tous embarqués un par-dessus l'autre. Ils n'ont plus de vie, on dirait. Hein? C'est après un apocalypse ou je ne sais pas quoi. Donc, ils se créent une vie virtuelle. Donc, dans l'Oasis, il y a tout ce qu'ils peuvent vouloir. Exact. Ils le font. Tout à fait. Good. Ils veulent, donc, tout est possible, hein, dans l'Oasis. Donc, tout ce qu'on désire est possible. Donc, dans un idéal. Hein? Est-ce qu'à ce moment-là, si vous me permettez, Rachel, puis est-ce qu'on peut voir que l'Oasis devient comme une matrice de l'inconscient? C'est-à-dire que dans l'Oasis, il y a tout. Comme dans l'inconscient, il y a tout. Silence. Oui, tu poses la question à oui, Rachel, je pose la question à tout le monde. Est-ce qu'on peut voir cet oasis comme un reflet de l'inconscient où il y a tout? Ah oui. Effectivement, hein, tu parlais de... Oui, oui, vas-y, Nathalie, vas-y. J'allais dire, tu parlais, hein, de violence, de sexe. Bon, c'est vrai que tout
tout ça, c'est dans notre inconscient. On a c'est des parties de nous-mêmes quand même. Exact, mais pas n'importe quel inconscient. Puis là, on va parler à iPhone. Ouais. Ça va être la première fois de ma vie que je vais parler en iPhone. iPhone, vous pouvez prendre la parole. iPhone vient de nous dire, le virtuel a été créé par une personne en particulier. Vous avez la parole, iPhone. Salut. Tu m'entends? Oui, je vous Oui. entends, iPhone. Vous appelez vraiment iPhone? Vous appelez vraiment iPhone? J'ai vraiment eu de la misère à me connecter, fait que j'ai pas complété mon profil, Non, mais en fait. vous vous appelez comment à part votre iPhone? Fanny. Mais Fanny. bienvenue, Fanny. Super. Qu'est-ce que vous voulez Merci. dire? Ben, en fait, c'est que le virtuel a été créé par une seule personne, puis tout le monde s'est approprié un petit bout de ce virtuel-là pour créer leur propre monde. Où est-ce qu'on en revient à l'Oasis, dans le fond? C'est un petit peu qu'est-ce qui se passe, dans le fond, avec la vie réelle, je pense. Aujourd'hui, ce matin, je reconduisais ma fille à l'école, puis on parlait de voiture, tu sais. Puis je disais que M. Honda, tu sais, il avait créé la voiture, justement, mais qu'à partir de là, tu sais, toutes les autres voitures qui avaient été créées se sont inspirées d'un modèle. Puis c'est juste que, tu sais, dans la vie aussi, il ne faut pas se décourager parce qu'il y a beaucoup plus d'erreurs que de réussite, mais finalement, on réussit à créer quelque chose avec la persévérance. Bref, un petit peu en parallèle. Là. Moi, je n'ai pas vu le film, je n'ai pas lu le livre. Mais merci, ça a l'air merci. vraiment intéressant. Mais merci. Vous apportez quelque chose de tellement fondamental parce qu'effectivement, l'Oasis a été créé par un certain Jimmy, qui a voulu, à travers ce jeu-là, proposer un parcours. Parce qu'effectivement, tout le monde fait n'importe quoi dans l'Oasis. Et puis lui, il a proposé un parcours dans lequel on doit trouver 3 clés et un œuf. Donc, il a orienté le désir et il l'a orienté en puisant dans les archétypes parce que le symbole du 4 chez Jung est très important. On ne peut pas dire que c'est un Jungien, là, celui qui a fait ça, mais quand on est Jung, on peut aller voir qu'il y a des archétypes là-dedans. Donc, il a proposé 3 clés et un œuf. Pour ceux qui ont vu le film, qu'est-ce que vous dit la première clé? Comment on fait pour aller chercher la première clé? Qu'est-ce qui permet à quelqu'un là, d'arriver à saisir la première clé, si vous vous souvenez? Est-ce que quelqu'un a vu le film et voudrait nous dire comment il a trouvé la première clé? Ça commence à être loin un peu dans Ça mon... commence à être loin. Mais, Écoutez, Michel, on va ramener ça très, très près. Regardez la scène. Ouais. Donc, la première clé, c'est une masse de monde qui accélère vers un Donkey Kong qui est à New York. On pourrait dire, c'est comme aller chez Donald Trump, mettons. Fait qu'il y a une masse de monde qui s'en vont à New York. Et il y en a un qui se dit, peut-être que je n'irai pas dans le même sens que la masse. Peut-être que j'irai dans un autre sens que là où va la masse. Et la première clé se trouve là. Et c'est une clé d'individuation parce que c'est là que c'est un cercle Jung, après tout, ici. Si on veut parler d'individuation, est-ce que je me fonds dans une masse qui accélère vers un Donkey Kong ou vers quelque chose, ou courageusement, je vais dans l'autre sens que la masse? Alors, voilà la première clé. Et ça, c'est une clé symbolique, c'est-à-dire pour chacun de nous en ce moment, là, est-ce qu'on est en train de suivre le troupeau puis aller vers la masse ou on assume notre individualité? C'est un peu ça, hein, assumer le fait d'être seul au monde, dans qui on est. Hein? Et ça, là, Nathalie, là, la question de la solitude, elle est fondamentale. Si on veut être unique, là, si on veut être unique, ça passe nécessairement par la solitude. Et donc, oui, pas la solitude résignée, mais la solitude désirée. Assumer, apprivoiser aussi. Exact. Et c'est ce que va faire Parzival. Il s'appelle Parzival, le personnage, quand même pas n'importe quoi. C'est Perceval, hein, Perceval le Gallois. Ouais. Perceval, dans le conte de la légende du roi Arthur, le Graal, c'est Perceval. Mais donc, est-ce que j'assume ma singularité, choisis et j'accepte à ce moment-là d'être seul et de ne pas aller dans le sens de tout le monde? Voilà un des éléments de la première clé. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ben, je vous le donne en 1000. Et ce qui est intéressant, c'est comment il trouve cette première clé-là. Il est sur une laveuse. À un moment donné, la laveuse, elle vibre. Je ne vous donnerai pas tous les détails du film, mais à un moment donné, on pourrait en faire un juste sur ce film-là, mais il y a beaucoup d'éléments symboliques. Donc, à un moment donné, il sent la vibration de sa laveuse. Puis là, hop,
il décide, il y a une intuition, puis il dit « Ah, OK, je vais aller la chercher là, la clé. » Donc, la première clé, c'est la masse, la gravité de la masse. Hein. La masse, ça exerce une gravité qui va dans une direction, puis lui, il est sur sa laveuse, puis il se synchronise avec sa propre gravité. Bon, permettez-moi de délirer un peu, mais donc, il assume sa propre gravité, et donc il va dans le sens inverse. Première clé. La deuxième clé, maintenant. Et ça nous donne des pistes, c'est-à-dire, là, tout le monde achète le dernier iPhone. Vous, est-ce que vous avez acheté le dernier iPhone? Il y a vraiment des questions à se poser ici. La deuxième clé, maintenant. La deuxième clé, c'est une clé relationnelle. Tout autant que tout à l'heure, on parlait des problèmes de connexion à soi. Quand on se connecte à soi, c'est la première étape, hein, se connecter à soi. La deuxième étape, est-ce que vous vous souvenez comment il va trouver cette deuxième clé-là? Ils vont d'abord, donc le personnage de Parzival va rencontrer Artémis, il va faire une rencontre. Moi, j'appelle ça une rencontre synchronistique, une rencontre qui change la vie ou qui change le cours d'une vie. Une rencontre qui va se faire dans le virtuel. Et donc, je n'ai pas la scène, mais vous pouvez, pour ceux qui ont vu le film, c'est une danse antigravité entre deux personnes. Pour ceux qui ont vu le film, qu'est-ce que ça vous dit, ça, cette danse gravitationnelle entre un homme et une femme? Le rapport au féminin, le rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça vous dit comme enjeu dans l'Oasis sur l'Internet en ce moment? Est-ce que c'est facile d'entrer en relation, les hommes et les femmes, en ce moment, dans notre société? Pour ma part, je suis solitaire depuis le début de la pandémie. Ah oui? OK. Est-ce que vous avez vu le film, Michel? J'ai vu le film, Oui. j'ai lu le livre. OK. Je suis un peu mêlée entre le livre et le film, puis là, je suis mêlée avec ce que tu dis en plus. OK. Bon, mettons qu'on veut se mêler davantage. Là. La deuxième clé, là, quel est l'enjeu de cette deuxième clé, d'après vous? Je ne me rappelle pas du lien entre la danse puis la deuxième clé. OK. Vous êtes un peu jungienne. Michel, je pense que vous êtes un peu jungienne. Pas mal jungienne. OK. Qu'est-ce que Jung pourrait dire du rapport animus-anima? Qu'est-ce que Jung pourrait dire d'une affaire comme ça, d'après vous? Surtout que si on sait qu'est-ce qui arrive justement à la fin, là. Ouais, le dénouement est surprenant. Ouais, hein, par rapport à leur relation ensemble, je veux dire. Oui, tout à fait. Hein. Je sais pas. OK. En fait, il y a un enjeu masculin-féminin qui est majeur dans ce film-là parce que ce film-là montre ce que Jung a beaucoup travaillé. Puis bon, on n'entrera pas trop dans les détails, mais Jung a beaucoup parlé de l'importance de la réconciliation du masculin et du féminin dans nos sociétés aujourd'hui. Le principe masculin, le principe féminin. Pas seulement les hommes et les femmes, mais le principe masculin et féminin. Et donc là, on voit une danse entre le masculin et le féminin, mais pas n'importe quelle danse. Parce que là, la fille, elle va lui dire, toi, là, t'aimes pas vraiment, tu m'aimes pas vraiment moi. Ce que t'aimes, c'est la guerre. Parce qu'à un moment donné, après cette scène-là, il va y avoir une guerre, il va y avoir vraiment des combats très, très forts. Et Parzival va perdre les gens qui l'hébergent. En tout cas, bref, il va avoir un impact dans la réalité à ce moment-là. Et c'est aussi dans cette clé-là où il va réellement voir le visage d'Artémis. Parce qu'on parlait tout à l'heure du rapport entre virtuel et réel. Eh bien, c'est à cette clé-là où il va accepter de voir la réalité de la femme ou de la jeune femme qu'il aime. Et cette jeune femme-là, elle était un peu gênée par son visage. Elle a une trace dans son visage. Elle dit « J'aime pas mon visage. Il y a quelque chose dans mon visage. » Donc, il y a tout ce rapport à la réalité. Donc, cette deuxième clé-là touche le rapport à l'autre et le rapport à la réalité et surtout le rapport au masculin-féminin. Oui. Tout le rapport à la réalité d'un idéal qui s'était fait de l'autre. Ou encore de l'image idéale qu'elle voulait projeter, mais que dans la réalité, avec laquelle elle a une tâche de naissance, puis elle est plus ou moins confortable. Tout à fait, tout à fait. Comment je compose avec la réalité, sachant que je pourrais avoir, puis d'ailleurs, dans cette danse-là, il y a un rapport sexuel virtuel, là, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais comment je vais concilier cette sexualité virtuelle et ce rapport réel, ce rapport avec le corps physique? Alors, il y a tous ces enjeux-là dans la deuxième clé, et il y a aussi tout l'enjeu du créateur qui déteste sa création.
Hein, le gars qui a créé cet oasis-là, il le regrette. Il dit, j'ai fait une bêtise avec ça, puis il le regrette aussi. Et on peut dire que d'une certaine façon, son parcours du Graal, c'est une façon de dire, je vais te faire un jeu avec ça parce que je regrette un peu la création. C'est un peu comme s'il disait, je regrette d'avoir créé Internet, fait que je vais essayer de ritualiser cet espace-là, je vais essayer de le rendre sacré, parce que c'est un espace qui nous fait sacré plus qu'autre chose. C'est intéressant ce que Nelly écrit également. Hein? Elle dit, bon, comme l'intégrité physique n'est pas en risque dans le virtuel, les virtuels est le lieu où l'on peut prendre plus de risques, mais aussi donner libre cours à ses pulsions et impulsions. Wow! Ouais. Est-ce qu'on donne la parole à Nelly? Est-ce que vous voulez prendre, vous voulez prendre le risque de la parole, Nelly? Oui, mais pour dire quoi de plus? D'abord, vous remercier. C'est un apport vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Si vous voulez aller un peu plus loin. Là, justement, on le voyait bien. En fait, ils ont des avatars, par exemple. Donc, ça les libère, en fait. Et ça permet de s'aborder autrement ce qu'il ferait dans la réalité. Mais après, justement, il faut réconcilier, comme vous le disiez, la réalité avec le virtuel. Et c'est en ça qu'il y a une ambiguïté dans le virtuel, c'est-à-dire que ça donne des possibilités, mais en même temps, comme c'est en partie déconnecté de la réalité, c'est aussi un piège. Voilà. Génial. Donc, le moyen que je prends pour aller rencontrer l'autre qui est facile, si je reste dans cette facilité-là, je ne suis pas en contact avec ma réalité et ça peut rester dans le jouet ou dans le virtuel ou dans le non-réel. C'est ça, dans le fantasme, en fait. Exact, exact. Et ça, on le voit dans nos rapports interpersonnels. Hein, on voit avec la projection, comment on projette un idéal sur l'autre. Et tôt ou tard, cet idéal-là, dans la réalité, vient nous rattraper. Oui, et aussi, justement, on voit... Dans le jeu, on voit la violence et sur les réseaux, on voit aussi beaucoup de violence. Exact, exact. Ah, oui. Mais cette violence-là a besoin d'être ritualisée. Et c'est là que Jung est intéressant. Jung parle, par exemple, Jung, il s'est mis à... Quand Jung nous parle des contes de fées de Grimm, là, les contes de fées de Grimm, là, c'est violent. Là. Il y a une violence là-dedans. Mais on est loin du Walt Disney, là. Exact, exact, Nathalie. Puis là, Walt Disney a pris ça, puis ça. Fait que Jung a catché ça. C'est-à-dire, dans l'inconscient, il y en a de la violence qui a besoin d'être ritualisée. Et moi, c'est pour ça que les jeunes qui viennent me voir ici, qui utilisent des jeux vidéo violents, je suis curieux avec eux de comment ils utilisent leur violence là-dedans pour qu'elle soit ritualisée. Et dans certains cas, le jeu vidéo peut être un rituel pour exorciser sa violence quand c'est bien encadré. Parce qu'on n'a pas d'espace où exprimer sa violence. Alors, tout à fait, il y a ces enjeux-là qui sont placés ici. Et on le voit bien dans cette clé-là. Là, on voit la deuxième clé. C'est-à-dire, là, la deuxième clé, il y a la danse avec la gravité. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette deuxième clé-là, elle est trouvée par Artémis, elle est trouvée par la femme. Et elle va danser avec la femme que le créateur de l'Oasis a toujours voulu courtiser, mais qui n'a jamais eu le guts de courtiser. Il a toujours eu peur de courtiser cette femme-là. Et c'est tout ce jeu de la peur et du désir aussi. Alors, je pense qu'on peut voir ce jeu-là. Là, c'est le jeu entre je désire aller vers l'autre et j'ai peur de l'autre. Si on avait à définir la gravité, c'est comme la peur qui nous arrête, la peur qui nous bloque, la peur qui condense. Et le désir, c'est la force d'expansion, la force qui nous fait aller vers l'autre. Eh bien, on le voit très, très bien dans cette deuxième clé. Et tu vois, moi, je trouve aussi qu'il y a un parallèle à faire avec tous les réseaux sociaux, comment c'est plus facile d'aborder les gens ou de dire haut et fort bien des choses qu'on n'oserait pas dire dans la réalité. Exact. Et ça, je pense que ça peut être une opportunité. C'est-à-dire, quand tu as dit ça et tu le pensais vraiment, qu'est-ce qui fait que tu utilises ton avatar pour dire vraiment ce que tu sens? C'est comme utiliser cette personne-là. Oui, la Jungienne qui revient. Oui, parce que je savais, Michel, que vous aimez Jung. Tout à fait. C'est le persona. Le persona chez les Grecs, c'est le masque qui faisait vibrer la voix qui permettait de nous faire entendre dans le théâtre social. Alors, un avatar, c'est une personare. C'est la persona qui fait entendre une voix. Et souvent, elle fait entendre la voix de l'ombre. Elle fait entendre la voix de tout ce que je réprime, de ce que je suis. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment, bon, c'est un début, là, ce qu'on fait ici avec le Cercle Jung, mais il y a lieu d'éduquer les gens, de dire, regarde, explore ton avatar. Quand tu vas sur Internet, tu es un avatar. Explore à quoi tu joues quand tu vas sur Internet. Puis explore ton ombre aussi.
Parce que moi, je crois que si Jung avait à dire quelque chose de l'Internet, je suis sûr qu'il dirait que c'est un espace d'individuation. À la fois de chaos, bien sûr, mais il y a un espace d'individuation qui est possible avec l'Internet. Mm-hmm. C'est ça, il y a un espace en même temps de prise de conscience de soi, hein, de ce qu'on met, de ce qu'on like, de ce qu'on, de tout ce qu'on ose faire, qu'on n'oserait pas. Fait que c'est une façon d'explorer sa personnalité, ça. Qu'est-ce qui fait que tu exprimes tes likes là comme ça, puis tu les exprimes pas comme ça dans ta vie réelle? Il y a lieu d'explorer la personnalité. Puis moi, je dis souvent, la meilleure façon de, je dirais, fucker le système, c'est de faire des likes au hasard. Les algorithmes, ils peuvent nous connaître comme ça, parce qu'on n'a pas parlé, Nathalie, mais il y a tout le problème du vol d'identité sur Internet. On se fait voler notre identité sur Internet. Mais justement, si je joue avec l'Internet et je fais des likes au hasard, là, le like au hasard, l'ordinateur, là, il ne comprendra pas qui je suis. Alors moi, c'est ce que j'encourage dans des trucs. On va y arriver à des trucs pratiques. Là. Faites des likes au hasard. Mais pas avec les likes, hein? Le rire, par exemple. On met quelque chose qui a l'air, ce qui est choquant ou qui est triste. Exact. Une personne rit. Là, tu te dis, waouh, elle s'est trompée ou. L'humour. Exact, l'humour, Michel, tout à fait. Puis c'est cette idée. Moi, justement, hier, j'étais en consultation, puis il y a quelqu'un qui me disait, j'ai fait quelque chose au hasard. Bon, j'ai écrit les hasards nécessaires. Je me suis intéressé sur la notion de hasard. Mais hier, ça m'a popé. Je me dis, faire quelque chose au hasard, c'est comme si je faisais quelque chose à Monsieur Hasard ou Madame Hasard. Je vous fais quelque chose au hasard, ça veut dire je fais quelque chose de totalement gratuit. Pas algorithmé, pas programmé. Je fais quelque chose au hasard. Et ça, moi, j'encourage ça sur Internet. Faire des choses au hasard. Tout en étant calculé. Oui, bien, c'est ça. Je dirais conscient. Ouais. Je dirais conscient plus que calculé, parce que le calcul, c'est l'espace de l'algorithme. Le calcul, c'est l'espace de l'ordinateur. Je me fais la conscience. Oui, hein? exactement. Attention. exactement. Donc, est-ce que je le fais en conscience? Tout à fait. Parce que je suis conscient que je projette mon inconscient sur Internet, mais est-ce que je le fais en conscience? Est-ce que je peux projeter consciemment mon inconscient sur Internet? Et c'est vers là qu'on chemine par rapport à la troisième clé. Oui. Hein, on va cheminer, on va continuer vers la troisième clé. C'est joli, cette jeune femme-là, hein, avec son Oui, hein? Oui. Et donc, la troisième clé, elle va être possible grâce à un extra life. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'ancien temps, quand on arrivait et on allait dans une arcade, on mettait un 25 sous. On jouait à des jeux vidéo, puis on avait le droit, parfois on gagnait un extra life, une vie en extra. Et donc, pour la troisième clé, il va gagner, en effet, une extra life. Et c'est là qu'il découvre, pour la troisième clé, pour avoir la troisième clé, il va jouer dans un jeu vidéo qui est très, très ancien. C'est un jeu qui s'appelle Adventure, qui reprend la mythologie du Graal et tout ça. Mais ce qu'il va apprendre, c'est que le jeu est là pour jouer. Ce n'est pas pour gagner. Et ça, c'est une leçon fondamentale. Est-ce que je joue pour jouer ou si je joue à tout prix pour gagner? Oui. Et on revient au thème de notre rencontre, le sens du jeu, jouer ensemble. Ou si je suis toujours en train de vouloir gagner sur l'autre. C'est là qu'on se perd, hein, à vouloir gagner tout le temps. Tu t'es-tu entendu le dire? C'est là qu'on se perd quand on veut gagner. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas réalisé. Ah, c'est bon. Puis c'est vrai, hein? Ben oui. On se perd de vue. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, pour les gens qui s'intéressent, là, le dernier livre de Simon Sinek, The Infinite Game. C'est un livre révolutionnaire, en fait, qui est inspiré d'idées des années 80, qui nous dit que le changement majeur qu'on est en train de vivre, c'est un changement des objets vers la relation, c'est-à-dire on est dans un changement où on doit devenir de plus en plus relationnel et de moins en moins des objets, et deux, prendre conscience qu'on joue dans un jeu qui est infini, où on ne peut pas gagner sur l'autre. Et ça nous conduit à l'œuf.
qu'est-ce que ça veut dire pour vous, trouver un œuf sur Internet? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, un œuf? Un début, en tout cas. C'est quelque chose qui est neuf? Un œuf, c'est quelque chose qui est neuf? Qui est appelé à se libérer, puis à grandir, puis à croire. La fertilité, il y a Nelly qui nous dit là, la fertilité, oui, super. Les projets d'avenir. Les projets d'avenir, Victor, super, oui. D'autres personnes, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un œuf? D'ailleurs, dans les rêves, Oui. dans les rêves, si on rêve à une naissance, souvent ça peut vouloir dire ça, un projet justement. Oui, tout à fait. Pour l'avenir, quelque chose qui va grandir. Une matrice jonassienne. Nelly, qu'est-ce que vous voulez dire par une matrice? Jonas? Voilà, de Jonas. Dans la baleine? Dans la baleine? Oui, dans la Bible, dans la baleine, exactement. En fait, c'est l'enfant dans le ventre de sa mère, mais en même temps, ça incarne la peur d'affronter la réalité, etc. Ce qu'on a dit, ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, hein, l'anxiété, la peur et tout ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on est devant quelque chose qui est sacré, entre guillemets, puis permettez-moi de mettre beaucoup de guillemets sur la notion de sacré, quand on est devant quelque chose qui à la fois nous fait peur et nous fascine? Comme quand on est devant l'Internet nous fait peur et nous fascine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans? Comment tu définirais ton mot sacré? C'est un rapport avec quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas du tout. En ce moment, là, je serais bien embêté de dire comment dans mon ordinateur ça fait pour aller mon message jusqu'à chez toi. J'aurais beau ouvrir mon ordinateur en ce moment, là, probablement ça arrêterait notre conversation. Mais j'ai aucune idée de comment fonctionne ce qui me permet de te parler, de vous parler en ce moment. Donc, il y a une certaine crainte, je ne sais pas. Puis tantôt, ça a bugué. Tantôt, vous l'avez vu, là, ça a bugué. Il y a une partie de moi qui a peur de cette technologie. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui dit, regardez, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut se réunir autour d'un œuf, et puis on peut se réunir autour d'un feu. Je vais revenir avec le feu. On est tellement chanceux d'avoir ça, Internet. Donc, on est à la fois chanceux et on est à la fois malchanceux. C'est ça le sacré. Oui, malchanceux. On est chanceux, du compte. Même dans nos malchances, je dirais. Donc, il y a une occasion. Il y a une occasion de chance par rapport à l'Internet. Mais en ce moment, là, on voit les élections américaines qui s'en viennent. On va ouvrir un petit peu là, sur le rapport aux technologies. Là. Les élections qui s'en viennent, là, pensez-vous que l'Internet va être bon pour la démocratie? Ça va être bon pour la démocratie? Bien, ça va avec un peu ce que tu dis actuellement. Je vais laisser répondre, puis après, parce que Nelly répond. Oui, les GAFA nous dépassent. Oui, Nelly, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Les en GAFA fait, c'est par rapport à la peur de ces technologies. Alors Mhm. bon, moi, il faut que je vous dise que j'habite en Israël où c'est vraiment un temple de la technologie, de l'innovation et de toutes ces technologies dont on parle. Mhm. Et en fait, alors dans Social Dilemma, justement, on voit bien en fait comment, par exemple, les réseaux sociaux nous dépassent en fait, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire justement, ils nous décryptent un petit peu ce dont on peut être victime à notre insu. Et en fait, les GAFA, c'est quelque chose d'énorme. C'est un État dans l'État. En ce moment, en Europe, on parle de les taxer parce que justement, ils sont transnationaux. Et eux, ils ont réellement un fantasme de toute puissance avec... Mais est-ce que vous l'avez aussi? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, quand on dit quelque chose d'intéressant, est-ce qu'on l'a à l'intérieur de nous, ça aussi? Est-ce que vous avez des fantasmes de toute puissance aussi? Ou c'est seulement Voilà, moi je pense que tout être humain a des fantasmes de toute puissance. Voilà. Et là, on est en business. Quand chacun de nous, on dit, les GAFA, c'est aussi une partie de nous. C'est ça. Et d'ailleurs, ils nous proposent ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle des trocs irrésistibles. C'est-à-dire, par exemple, ils font beaucoup de recherches sur les nanotechnologies dans le but de pouvoir à un moment nous proposer comme troc
qu'ils vont pouvoir suivre nos cellules pour anticiper les maladies. Donc, ils nous promettent, en fait, eux, ils visent l'immortalité, mais en échange, ils vont pouvoir algorithmer jusqu'à nos cellules. Donc là, ça génère de la peur. Donc la peur, ça nous dit on doit se protéger. La peur nous dit on doit se protéger. Donc nous dit collectivement, on va devoir se mobiliser. Et en même temps, justement, c'est par rapport à ce que vous disiez sur la toute-puissance. Pourquoi c'est irrésistible ce troc? Parce que tout le monde rêve au fond de l'immortalité, de repousser la mort, etc. Donc on a cette dualité en nous. En fait. Voilà, c'est pour ça, si vous me permettez, tout à l'heure, je vous ai retourné à vous, parce que moi, je crois qu'une façon de travailler notre rapport au virtuel, comme en politique, c'est tout ce que je projette sur le gouvernement ou tout ce que je projette sur les technologies, assurons-nous de l'avoir aussi en dedans de nous, de le retrouver aussi en dedans de nous. Parce que c'est comme ça, je pense que la nouvelle démocratie peut naître. C'est d'assumer que nous aussi, on a ça dedans de nous. Et là, on va pouvoir se regrouper ensemble et on va pouvoir décider ce qu'on veut, en sachant que nous aussi, on a ça à l'intérieur de nous. Tout à fait. C'est très intéressant. Fait que merci pour votre rapport, parce qu'effectivement, quand on parle du sacré, parce qu'on était sur une chire, permettez-moi une chire, on dit une chire au Québec, c'est qu'on était sur c'est quoi le sacré? Ben, c'est à la fois quelque chose qui me fait peur et qui me fascine. Donc, le sacré peut me faire sacrer. C'est paradoxal. Puis, on est des sociétés où on évacue le sacré. On n'a plus de religion, on n'a plus de kit. En tout cas, bref, on en a encore, là, mais... Puis ça, Jung a beaucoup étudié ça, c'est-à-dire le sens du sacré, c'est un besoin. Ça ne veut pas dire que c'est la religion qui va répondre à ça. Mais si les gens cherchent du sens, ben, il y a les technologies qui vont nous vendre du sens. Et puis, on va trouver du sens partout, mais ça va être du sens qui va être vendu à rabais. Puis je pense que c'est par rapport au fait que ça nous fascine, hein? Les technologies sont bonnes, oui, mais avec une certaine limite aussi, hein? Parce que quand on regarde tout ce qu'on vit avec le coronavirus et puis toutes les informations qu'on a, bon, si on n'avait pas tout ça, si on n'avait pas toutes ces technologies-là pour affronter ce qu'on vit actuellement. Moi, je me suis posé la question, si c'était arrivé il y a 100 ans, comment ça aurait été fait? Comment ça aurait été vécu? Hein? Comment nous-mêmes, on l'aurait vécu? C'est sûr qu'on n'aurait pas toute cette information-là à la télé, toutes les données en temps réel du nombre de COVID, de tests positifs, etc. Bien, en tout cas, assurément, je pense que la peur ou la panique sociale serait moins grande. Tout à fait. Hein, on réagirait autrement, c'est certain. Hein? C'est pour ça que des fois, je me dis, bon, on a des statistiques qui nous plongent, qui nous bombardent régulièrement, mais sachons les lire autrement aussi, les statistiques. Sachons prendre une distance face à ça, face à toute l'information qui circule. Sur les réseaux sociaux pour être bien, hein, être bien face à ces données-là aussi. C'est intéressant ce que tu soulignes, Nathalie, puis ça nous permet de revenir au début de notre intervention où on parlait de l'anxiété. La peur, c'est de l'information qui nous informe de l'état de nos besoins. La peur, elle est négative parce qu'elle nous dit que notre besoin de sécurité est négativement satisfait. Elle n'est pas négative en soi, ce n'est pas une émotion négative. Moi, je ne crois pas ça aux émotions négatives. La peur m'informe que mon besoin est négativement satisfait. Mais qu'est-ce qui arrive quand on est dans une société qu'on pourrait dire de l'information-excitation? C'est-à-dire, on est dans une société où l'information devient aussi un spectacle. On a de grandes chaînes d'information dont le rôle, c'est d'avoir un audimat. Et pour avoir un audimat, ils savent que l'émotion forte est vendeur. Le terrorisme, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas CNN. Un va avec l'autre. Et je pense qu'on a à se questionner sur la façon dont on consomme l'information quand ça devient de l'information-excitation. Absolument. Et comme société, on a à s'arrêter et dire, puis ça, c'est des règles que je donnais au tout début du coronavirus, limitez votre temps d'exposition à l'information. Allez chercher l'information. Puis là, on arrive dans le dernier 15 minutes de notre intervention pour des choses concrètes. Ça, c'est quelque chose de très concret. Limitez votre consommation d'information. La limiter, puis aussi
prendre une distance, pour essayer de regarder autrement. Hein? Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Puis qu'est-ce qui, au fond, va faire en sorte que le gouvernement ou tous les enjeux publics là, de santé publique prennent ces règles-là. C'est pourquoi le but ultime, c'est de protéger nos gens qui travaillent, notre réseau de la santé. Oui. Hein? Il faut le rappeler, il faut rappeler le but. Hein? On met beaucoup l'accent sur les règles. Faites ci, faites ça, mettez un masque. Ouais. Mais c'est quoi le but? Hein? Rappelons-nous, le but, c'est qu'on puisse être ensemble le plus longtemps possible, qu'on puisse profiter de la vie le plus longtemps possible. Exactement. Et donc ça, régulièrement, on doit s'arrêter, puis effectivement, s'arrêter, puis dire là, est-ce que je consomme trop d'informations ou quel est le but quand je vais chercher de l'information? Parce que si je m'en vais sur CNN parce que je vais écouter un film d'action, c'est sûr que je vais en avoir de l'action. Puis si je veux aller voir CNN parce que je veux aller voir une reprise du Joker, c'est sûr que je vais avoir une reprise du Joker parce qu'il passe toujours des clips de Donald Trump qui est un peu le Joker de notre société. C'est ça, à un moment donné, on doit s'arrêter. Écoute, d'ailleurs, je lance en primeur, je vais faire un cercle Jung sur le Joker et sur les élections de Trump. J'ai travaillé beaucoup l'archétype du trickster. Fait que je vous révèle en primeur un prochain que je vais faire. Mais c'est ça. Mais en même temps, il est là pour nous rappeler nos frontières. Où sont les frontières et l'importance des frontières. Et tu le disais en début d'intervention, Nathalie, l'importance de redéfinir nos frontières, de placer des limites claires. C'est ça. Hein? Pour moi, là, je me dis tout le temps, quand on est dans le stress, dans la peur, dans l'anxiété, hein, se demander sur quoi j'ai du contrôle. Bien, j'ai du contrôle sur ce que tu viens de dire hein, par rapport au temps d'écran, mais j'ai du contrôle sur gérer mon temps. Hein? Et ce que j'aime bien aussi rappeler, c'est qu'on a du contrôle sur notre respiration. Donc, prendre le temps de bien respirer, de se retrouver avec soi-même, ça va aider. Hein? Puis notre petite voix intérieure, là, celle qui passe son temps à dire « Ah mon Dieu, mais as-tu vu ça, toutes ces données-là? Hein? Celle qui a peur, là, hein? On va faire intervenir une autre petite voix qui va elle, dire « Ben là, attends un peu, là, on va relativiser un peu ces données-là. Je vais aller voir dans le concret là, les détails statistiques plutôt que les mots alarmistes qui sont utilisés là, dans les médias. » Donc, on se ramène. Hein? Est-ce qu'à ce moment-là, Nathalie, tu dirais augmenter le niveau d'information à l'intérieur de soi, c'est-à-dire brancher le CNN intérieur, ça peut être ça comme ça? Mettons? Ah, c'est intéressant, oui, c'est une belle image. Aller chercher l'information à l'intérieur de nous, puis être curieux de ce que le corps nous dit, ce que l'intérieur nous dit, revenir à être curieux de ce qui se passe en dedans de nous. Est-ce que ça... En tout cas, moi, c'est des choses que j'applique, mais tu vois, avec tes clients, avec tes patients, revenez à ce que vous sentez, vous, revenez à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a du Netflix à l'intérieur de vous. Là. Si vous voulez écouter des téléséries, il y en a à l'intérieur de vous aussi. Là. Mais revenir à l'intérieur de ça. Oui. Puis des fois, les gens ont besoin d'avoir un espace physique pour y avoir accès. Oui, hein? Parce qu'avec le télétravail, on est toujours dans le même espace. On sort de cet espace-là. On peut se créer un petit coin fauteuil, détente, une petite ambiance. Bon, ça peut être les sons. Donc, tous les sens qui vont nous aider. Là, une petite chute d'eau, une petite musique douce, une odeur particulière. Donc, quelque chose qui va nous ramener à soi, à nos sens. Comme notre feu qu'on voit là avec le crépitement. J'aime beaucoup ton rapport à l'espace. Comment tu reviens souvent sur la notion d'espace. Retrouver le pouvoir de son espace, même si on est confiné. C'est pas parce que le gouvernement nous dit qu'on est confiné dans un espace social qu'on est obligé de se confiner dans nos préjugés. Et de se confiner dans notre espace psychique. Donc, être curieux de l'espace qu'il y a à l'intérieur de nous. Et tout à fait ça peut être des moyens concrets. J'aimerais ouvrir, il nous reste 7 minutes, j'aimerais ouvrir sur les gens qui sont là. Qu'est-ce que vous faites pour jouer avec vos médias sociaux? Comment vous y arrivez à jouer avec ces jouets-là plutôt qu'à jouer avec ces jouets-là? Je terminerai l'activité avec ça. Qu'est-ce que vous avez comme piste à nous suggérer?
Être capable de rester en silence, oui, ça en est une. Effectivement. Facebook me permet de rester en contact. Puis là, je vous ai dit que j'étais seule depuis le mois de mars. Donc, Facebook, ben, ça me permet de rester en contact, d'autant plus que tous mes copains, mes collègues de travail, j'ai à peu près sûrement un tiers de mes contacts Facebook qui sont des gens qui ont travaillé avec moi. J'ai travaillé pendant 40 ans, puis je suis à la retraite depuis 3 ans. Est-ce que vous diriez, Michel, de sélectionner vos contacts sur Facebook, d'avoir une sélection peut-être plus précise de vos contacts sur Facebook? Non? Je partage ce qui m'intéresse, je regarde les réactions. Je vais voir les pages de ceux qui partagent aussi des choses qui m'intéressent. Mais quand je parle de choses qui m'intéressent, c'est de l'humour, des bonnes citations, des extraits, entre autres de Jung, Donc, vous avez une alimentation équilibrée en information. De la lecture, parce que je lis beaucoup. Ouais. Parce que je pense qu'effectivement... Oui, vas-y. C'est vrai que l'humour, on n'en a pas parlé, mais c'est un des éléments fondamentaux aussi pour notre ère actuelle. Hein. L'humour, tout comme le jeu, procure un plaisir, un état de bien-être. Ça aide énormément à supporter la solitude. Oh, oui. Il y a Nelly qui dit désactiver les notifications. Hein? On disait ça en début de... Tout à fait. Oui, c'est super important. Limiter le temps Moi, j'aime ça d'en voir beaucoup. Allez-y, oui. Depuis Social Dilemma, je joue à reprendre le contrôle avec Facebook. C'est-à-dire, je m'amuse à voir sur mon fil comment ils essayent avec leurs algorithmes de tout le temps me catcher et comment moi, j'arrive à non seulement à ne pas me laisser faire, mais à aller chercher ce que moi, j'ai envie d'y trouver. C'est Nelly qui vient de parler? Oui, voilà. C'est mon nouveau jeu avec eux. Essayez, Nelly, de jouer à liker au hasard. Vous allez voir. Vous allez recevoir tout ça. Amusez-vous avec le hasard. Ah ouais, c'est pas mal ça. J'y avais pas pensé. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusée à aller visiter tous mes amis que je vois jamais déjà, pour les dérouter un petit peu. Voilà. Génial. Cool. Donc, l'humour, le jeu, l'imagination. Le nombre de likes. Moi, j'essaie de poster des choses avec le moins de likes possible. Moi, j'essaie de faire des choses avec le moins de likes. J'essaie de rester caché le plus possible sur Internet. Parce que le like, ça peut devenir une drogue. Hein. On fait ça pour avoir un certain nombre de likes. On peut même acheter des likes aujourd'hui. Hein. Le like, c'est devenu une monnaie. Hein. Oui. Il y a Rachel qui nous dit « Se demander qu'est-ce que le virtuel m'apporte de plus que le réel. » C'est une très, très bonne question, Rachel. Ah oui. Qu'est-ce qui m'apporte de plus? Ouais. Ou qu'est-ce que moi j'apporte de plus? Qu'est-ce que moi je donne de plus au virtuel que le réel? Il y a beaucoup de réel aussi dans le virtuel. Combien de contacts je me suis fait depuis que j'ai l'ordinateur? Des contacts que j'aurais jamais eus. Des Européens qui sont intéressés à Jung, qui sont intéressés à Schwarzbindo, qui est aussi un de mes ceux qui m'ont le plus apporté. C'est vrai, c'est important. Hein? Moi, je pense à certaines personnes qui sont seules et célibataires puis qui aimeraient rencontrer. Ben, dans ce contexte-ci, on ne rencontre pas beaucoup dans le réel. Alors, il y a des réseaux, des groupes, des groupes avec des thématiques où est-ce qu'on peut échanger en attendant de pouvoir échanger dans le réel. Écoutez, moi, ça m'amène à poser la question à Rachel. Là, je viens d'activer son micro, Rachel. Rachel, qu'est-ce que vous entendez? C'est quoi la différence entre le virtuel et le réel pour vous? Comment vous faites pour séparer les deux? L'écran. En ce moment, est-ce que c'est réel ou c'est virtuel ce que vous faites avec nous? Oui, c'est dur, ça. Ça, c'est une bonne question. C'est un piège. Il y avait une colle. Rachel. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes devant un écran, c'est réel ou c'est virtuel? Là, c'est réel. Voilà. Je dirais réel. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement ce que le virtuel vous apporte que ce que vous mettez sur l'écran.
Ouais. Vous pouvez mettre du virtuel sur l'écran, mais vous pouvez mettre du réel sur l'écran aussi. En tout cas, je vous lance ce questionnement-là. Parce que c'est une très grande question, une très belle question. Qu'est-ce qui est virtuel, qu'est-ce qui est réel? Puis moi, il y a une chose que je trouvais aussi intéressante. Il me semble que c'était dans le documentaire, ou en tout cas, là, on entend de plus en plus parler de gens qui scrollent. Hein? Donc, hein, on fait tourner les pages Facebook et puis tout ça. Puis ça, là, ça devient tellement aliénant. Hein? On s'étourdit là-dedans. Puis je me dis, prendre juste le temps de s'arrêter quand on se voit faire ça. Prendre le temps de s'arrêter puis se demander, est-ce que je suis en train de fuir quelque chose? Voilà. Et si je fuis quelque chose, qu'est-ce que je cherche à fuir? Hein? Qui peut être inconfortable ou dérangeant. Je trouve que tu as saisi l'essentiel. Puis moi, je dirais que c'est ça qui fait que, tu sais, avant, on revient là, dans le temps des premiers Européens qui venaient. Là. Est-ce que quand tu venais au Nouveau Monde, tu fuyais ou tu voulais explorer un Nouveau Monde? Et souvent, c'est un mélange des deux. Souvent, c'est je suis allé dans le Nouveau Monde parce qu'il y avait une crise de la patate en Irlande, puis j'avais pas le choix de fuir la crise de la patate en Irlande, puis je suis venu ici. Et d'une fuite, c'est devenu une exploration. Et je trouve que ça résumerait bien ou ça mettrait une belle synthèse à ce qu'on a exploré ce soir. C'est la question de fond. Est-ce qu'en ce moment, j'explore ou je suis en train de me fuir? Je lancerais cette question-là comme ça. Puis c'est très souvent les deux à la fois et ça nous amène dans un nouveau monde où on n'est plus dans un monde digital de 0, 1, blanc, noir. Exact. Le virtuel, c'est à la fois une fuite et une exploration. On est rendu dans le quantique. On est chez Monsieur Quantique, qu'on salue en passant, Monsieur Quantique, le quantique des quantiques. Écoutez, moi, je veux vous dire un immense merci pour ce deuxième événement du Cercle Jung de Tékénondé. Tékénondé qui veut dire de l'autre côté de la montagne en passant. Je veux te remercier très, très sincèrement, Nathalie, d'avoir participé à cet événement. Ta générosité, ton travail, ton professionnalisme. Écoute, que de chemin depuis qu'on s'est rencontrés dans ces couloirs de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Un grand merci, Nathalie, pour ta... Merci à toi, Jean-François, de nous amener ailleurs, hein, de nous permettre ça. Merci vraiment. Ça a été un grand plaisir. Merci. Good. Fait qu'écoutez, restez connectés. Tenez-vous informés là, sur notre groupe. On va en faire un probablement sur le trickster de Donald Trump avant les élections. Merci beaucoup d'être là, d'avoir été là. Puis le vidéo va être disponible bientôt. Continuez d'échanger. Puis que la force soit entre nous. Bye bye, bon virtuel. Bon virtuel. Amusez-vous. Merci. Oui. Merci. Good. Bye. Au revoir.